bilan d'AIFM. Ensuite, la question de ce qu'on appelle les NBNI. Je vous en dirai un peu plus sur cet acronyme, qui n'est qu'une partie d'ailleurs d'un acronyme plus large. Et le troisième sujet, ce sera sur les fonds monétaires. Et le dernier, donc UCITS 5, et en particulier le rôle du dépositaire. Donc sur AIFM, j'avais fait 2 slides, mais qui vont être assez survolés. Donc, les États membres, en théorie, auraient dû déjà avoir transposé AIFM, même s'il y a toujours quelques retards à l'allumage dans certains pays, et a fortiori sur les mesures locales de mise en œuvre. Mais néanmoins, on peut déjà tirer un premier bilan d'AIFM, puisque le passeport AIFM, à la fois pour les fonds AIF et pour les sociétés de gestion en tant qu'AIFM, M pour manager, est applicable de manière pan-européenne depuis juillet de cette année. Donc quel est le bilan à peu près 6 mois après la date limite de mise en œuvre et donc du passeportage des activités des sociétés de gestion. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sur le site de l'ESMA, on voit qu'aujourd'hui, au niveau des managers, des sociétés de gestion, donc les AIFM en tant que telles, il y a plus de 800 AIFM qui ont obtenu une licence locale, ici ou là, en Europe. Et deuxième chose intéressante, c'est que sur ces 800 et quelques, il y en a 300, plus de 300 qui sont en France. Ce qui fait un ratio de 3/8 par définition, ce qui est assez intéressant. Et deuxième chose, sur cette un peu plus de 300 sociétés de gestion agréées, licenciées, si on peut dire, par l'AMF en l'occurrence, il y en a à peu près un tiers qui sont en dessous des seuils qui rendaient la licence obligatoire. C'est vrai que pour mémoire, il y avait des seuils minimum à partir desquels il fallait se faire enregistrer pour pouvoir exercer de la gestion au titre de fonds non UCITS, ce qu'on appelle donc les AIF. Et en France, un certain nombre de sociétés de gestion ont décidé de demander de manière volontaire l'obtention de cette licence, en contrepartie, malgré ça, des contraintes qu'impose la directive en termes d'organisation, de fonctionnement, etc. Ce qui veut dire que pour pas mal de sociétés de gestion françaises, c'est considéré le fait d'être licencié à IFM comme une opportunité. Et notamment, sous 2 angles, en termes d'image déjà, parce qu'ils peuvent prétendre avoir une licence en plus dans leur offre, notamment s'ils ont déjà une licence UCITS, ils peuvent dire qu'ils ont aussi une licence AIFM pour gérer d'autres types de fonds. Et deuxièmement, parce qu'à la clé, il y a la possibilité de commercialiser de manière active à travers un passeport leurs prestations au titre de leurs fonds non UCITS ou leurs activités associées. Et toujours sur ce point français, il y a plus de 200 fonds français qui, à fin novembre en fait, étaient agréés, non seulement pour être agréés, mais agréés pour être passeportés en dehors de France. Donc il y a eu plus de 200 notifications d'exportation de fonds français dans le reste de l'Union européenne. Ce qui est important, j'attire votre attention là-dessus, il y a une consultation actuelle d'ESMA, qui se clôture le 8 janvier, et à laquelle, bien évidemment, nous, en tant qu'AFU, on va répondre, et on a déjà préparé à 95% de notre réponse. Il y a une consultation d'ESMA qui concerne les passeports. Et il y a d'une part un bilan que voudrait tirer ESMA à travers cette consultation qui s'appelle un Call for Evidence, un premier bilan provisoire du passeport intra-européen, que j'évoquais à l'instant, et également un passeport extra-européen qui n'existe pas encore, mais qui est potentiellement dans les tuyaux. Donc ça va me faire passer rapidement à la deuxième slide. Alors c'est vrai que c'est un peu en transition entre 2 slides, donc je vais d'abord parler du passeport intra-européen. Et au niveau du passeport intra-européen, sur la base des éléments communiqués par nos membres à l'AFG, dans le cadre de la préparation de notre réponse, on a donc constitué un groupe de travail dans lequel il y a à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de sociétés de gestion de profils variés, parce que le champ des AIF est très large. Donc il y a à la fois des fonds qui font, des sociétés de gestion qui font certaines des fonds immobiliers, d'autres des fonds de private equity, d'autres des hedge funds, des fonds hedge funds, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le profil des sociétés de gestion, petites ou grosses, fonds immobiliers ou autres, on constate que le passeport intra-européen subit, si on peut dire, de nombreuses frictions, et du côté donc des régulateurs. Intra-européens, donc locaux mais en Europe. Notamment sur un premier point qui est que les fees qu'on doit payer lorsqu'on exporte des fonds dans un pays donné, les fees exigées par les régulateurs vers lesquels on s'adresse à l'export, donc dans le pays de commercialisation, souvent sont assez élevés, et deuxièmement, en général, ne sont pas transparents à l'avance.
C'est-à-dire que les sociétés de gestion découvrent a posteriori combien est-ce qu'elles doivent payer, ce qui est parfois un peu gênant. Ensuite, les procédures ne sont pas claires, en tout cas là encore ne sont pas transparentes de manière préalable. Parfois il y a des problèmes de qualification des clients, notamment en Allemagne semble-t-il, puisque la BaFin a le concept de client semi-professionnel, à partir de laquelle elle considère qu'en fait, en deçà, pour ce régime de client semi-professionnel, le passeport pourrait ne pas s'appliquer en tant que tel, ou du moins elle exige des obligations supplémentaires d'information vis-à-vis de cette clientèle semi-professionnelle qui est inférieure, mais qui peut aller jusqu'à 200 000 euros d'investissement par investisseur. Donc ça oblige les sociétés de gestion françaises à adapter leur prospectus ou d'autres documents d'information vis-à-vis de ces clients semi-professionnels allemands, ce qui n'était pas anticipé à l'avance dans le cadre de la directive, et surtout au Luxembourg. Comme dans le cadre du passeport, il y a non seulement le passeport fonds, mais aussi le passeport société. Un certain nombre de sociétés de gestion françaises nous ont indiqué que lorsqu'elles voulaient gérer à distance un fonds de droit luxembourgeois, eh bien, de fait, les autorités, la CSSF, pour être clair, exigeait le maintien d'une substance sur place et d'une entité juridique sur place, d'après nous, en non-conformité avec la directive. Voilà, donc le bilan provisoire sur le passeport intra-européen, je dirais, peut mieux faire, même si le bilan est bien sûr très provisoire, très précoce, j'allais dire, puisque de fait, on n'a que 6 mois de retour d'expérience effectif. En tout cas, pour beaucoup de nos membres, ils considèrent finalement qu'à ce stade, c'est finalement plutôt moins simple que ce qui existait avant, qui étaient les régimes nationaux de placement privé intra-européens. Alors, deuxième point, le passeport extra-européen. Alors là, l'enjeu, je dirais, est beaucoup plus large, puisque l'idée, c'est qu'il est prévu dans la directive de niveau 1 qu'à partir de 2015, il est prévu qu'en 2015, ESMA, sur la base de la consultation actuelle, doit remettre un avis définitif à la Commission européenne d'ici juillet de l'année prochaine pour voir, entre autres, et on y vient, si le bénéfice du passeport devrait être élargi aux acteurs, sociétés de gestion ou au fonds, domiciliés en dehors d'Europe, du moins domiciliés en dehors de l'Union européenne. Donc ça peut aussi inclure la Suisse, parce que je crois qu'il y a un représentant de la Suisse dans la salle. Et là, la question est intéressante, puisque d'après nos membres, et d'après le terme même de la directive, l'assessment qui doit être fait ne doit pas simplement évaluer l'équivalence de la réglementation, mais aussi la réciprocité d'accès au marché. C'est explicitement prévu dans la directive. Alors, il est prévu dans la directive qu'ESMA doit prendre en compte l'ouverture réciproque des marchés. Ça n'est pas inscrit dans le niveau, en tant que tel, comme obligation directe dans la directive, mais ça doit être pris en compte dans l'avis que ESMA doit rendre à la Commission européenne. Et c'est pour ça que nous, on a fait un assessment avec nos membres sur les différentes barrières qui existent dans différents pays non européens. Parce qu'il nous semble que ce serait une condition préalable à prévoir l'ouverture du passeport pays tiers par pays tiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ESMA envisage donc non pas forcément d'être contre le passeport du pays tiers en tant que tel, mais de faire un assessment pays tiers par pays tiers, en fonction de l'équivalence des règles et de l'ouverture du marché concerné. Alors ça, c'était schématiquement sur AIFM. Ensuite, alors NBNI, en fait, NBNI en tant que tel, mais c'était pour simplifier, je pense, dans le programme, c'est-à-dire Non-Bank, Non-Insurance, donc avec ça, on ne va pas très loin. En fait, ça fait partie d'un ensemble, d'un acronyme plus long, qui est GNBNI SIFI, GNBNI SIFI, S au pluriel, donc G pour Global, Non-Bank, Non-Insurance, NBNI, SIFI pour Systematically Important Financial Institutions. C'est un acronyme qui a été conçu, inventé et développé au niveau international, à partir en fait du risque systémique. Ça tourne autour de la question de l'application du risque systémique à d'autres acteurs que les banques. Donc les acteurs internationaux, les autorités internationales, c'est-à-dire G20 puis FSB, Financial Stability Board, ont voulu appréhender, suite à la crise, la question du risque systémique, en partant des banques, puis en l'étendant aux assurances, et maintenant au reste, c'est-à-dire non-bank, non-insurance entities. La question, c'est de savoir comment ce concept pourrait être décliné, ou devrait déjà être décliné au niveau des sociétés de gestion. Le coup est largement parti du côté américain, puisque l'année dernière, en 2013, à l'automne 2013, un département, un sous-ensemble du Trésor américain qui s'appelle l'OFR, qui n'a rien à voir avec l'EIFR, c'est l'OFR, Office of Financial Research, sous-ensemble du département du Trésor américain, a fait un rapport sur les sociétés de gestion qui, sur le sol américain, paraissaient systémiques.
Il y en avait une vingtaine, dont certains Français d'ailleurs, même si la majorité était évidemment américains, et voulaient raisonner en termes d'actifs sous gestion au niveau de la société de gestion. Et ensuite, dans la foulée, il a été proposé une consultation internationale par IOSCO, par l'OICV, qui, heureusement, elle, appréhendait la question non pas sous la forme des actifs sous gestion des sociétés de gestion, mais appréhendait la question sous la question de la taille des fonds. Est-ce qu'un fonds de grosse taille est systémique ou pas? Donc c'était une autre approche. Nous, on avait beaucoup, dans l'intervalle, plaidé justement pour cette deuxième approche. Par rapport à la première, on estime qu'en tant que société de gestion, ce n'est pas forcément pertinent d'appréhender l'ensemble des actifs sous gestion d'une société de gestion, puisque le risque en fait est afférent aux différents fonds concernés, qu'il n'y a pas de gestion pour compte propre, et qu'il n'y a pas de gestion pour compte propre des sociétés de gestion, à contrario par rapport aux banques. Donc, IOSCO a donc consulté à la fin de l'année 2013 sur cette approche par le risque des fonds, consultation évidemment à laquelle on avait répondu. Et maintenant, IOSCO doit produire une nouvelle consultation parce qu'il s'est avéré dans le cadre de la première que des acteurs ont contesté le fait qu'on mette sur le même pied d'égalité un fonds qui faisait du leverage, enfin pas tout à fait sur le même pied d'égalité, mais enfin en tout cas on considérait qu'il fallait accentuer l'examen sur les fonds qui avaient un effet de levier significatif, et sur le fait qu'il fallait également que les normes auxquelles on risquait d'être soumis soient connues à l'avance. Parce que IOSCO, il y a un an, a consulté en demandant, à votre avis, quel spectre devrait-on fixer comme étant systémique parmi les fonds, mais on ne connaissait pas les conséquences, ce qui était assez bizarre comme consultation. On définissait un champ d'application sans connaître les conséquences. Et donc, logiquement, soit en décembre, mais probablement plutôt en janvier l'année prochaine, IOSCO devrait donc lancer cette deuxième consultation, mais l'enjeu est très important, puisque, une fois encore, on ne connaît pas les conséquences d'être classé comme systémique. Un des risques, c'est d'avoir des exigences en capitaux propres, spécifiques, et donc potentiellement supérieures à celles qui existent aujourd'hui, ou bien des restrictions éventuelles en termes de gestion, etc. Donc, cette consultation devrait être suivie avec attention. Enfin, pour terminer troisième point sur 4, excuse-moi Hubert, sur les fonds monétaires, donc je ne serai pas trop long là-dessus, je pense que vous êtes au courant des débats maintenant au niveau européen sur cette question. Donc, les fonds monétaires ont été appréhendés après la crise comme faisant partie des shadow banking. Le coup est parti, une fois encore, du côté américain, mais sur un type de fonds spécifiquement, pas spécifiquement, mais qui est le seul qui existe de fait aux États-Unis, qui sont les fonds à valeur liquidative constante, qu'on appelle les fonds CNAV. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure du débat, et notamment dans cette déclinaison européenne, le débat a été étendu à l'ensemble des fonds monétaires, y compris l'autre grand type de fonds monétaires qu'on appelle les fonds à valeur liquidative variable, qui sont les fonds de fait qui existent en France comme de la très grande majorité des États membres. En Europe, il n'y a qu'en Irlande et qu'au Luxembourg qu'il y a des fonds dits CNAV, les premiers que je cite, de type américain entre guillemets, voilà, alors que les fonds dits à valeur liquidative variable, les VNAV, eux existent dans toute l'Union européenne. Et le risque, c'est que pour schématiser, parce que là il y aura 4 slides, ce sera beaucoup trop long, mais je vous invite quand même à regarder un petit peu les données que j'ai mises dans les slides a posteriori. Le vrai sujet, le vrai danger aujourd'hui, c'est que dans les débats au Parlement européen, qui devrait donner lieu à un encadrement spécifique des fonds monétaires en Europe, le vrai danger, pour résumer, c'est que les obligations qui s'appliqueraient aux fonds à valeur constante, qui ont particulièrement souffert en tant que tels, et leurs investisseurs aussi, aux États-Unis au moment de la crise, que ces obligations spécifiques qui seraient introduites en Europe soient étendues aux fonds à valeur liquidative, à valeur liquidative variable, les VNAV, et dont les fonds de droit français et les fonds du reste de l'Europe. C'est vraiment un vrai débat, parce qu'au niveau politique, tout le monde se concentre sur les fonds dits CNAV, personne ne voit les fonds VNAV qui représentent néanmoins 53% des actifs des fonds monétaires européens, donc plus que les fonds CNAV, parce que le coup est parti des États-Unis, et que comme aux États-Unis c'était des fonds CNAV, tout le débat en Europe maintenant, notamment au Parlement européen, se défocalise sur les CNAV, ce qui nous paraît extrêmement potentiellement préjudiciable à l'autre partie de l'activité qui est les fonds VNAV et qui nuirait potentiellement à la gestion française. Voilà, ça c'était le troisième sujet, en gros résumé. Et dernier sujet, sur UCITS 5, il vient de se clôturer une consultation d'ESMA sur un point particulier de la mise en œuvre de UCITS 5, qui est le rôle du dépositaire. L'idée était notamment de confirmer la responsabilité du dépositaire, notamment lorsqu'il y a une chaîne de sous-conservation en aval. Et schématiquement, ça, c'est
Je veux dire, c'est l'orientation que propose ESMA, et donc dans l'avis définitif qui vient de paraître, il confirme cette orientation-là qui était celle qu'on souhaitait. En revanche, de manière incidente, il y a un autre sujet qui a été abordé, qui était celle des conflits d'intérêts potentiels entre la société de gestion et le dépositaire. Là-dessus, il y a, j'allais dire, un côté positif, un côté négatif. ESMA, initialement, pouvait restreindre, voire interdire, la compatibilité d'existence entre une société de gestion et un dépositaire de ces fonds dans le même groupe. Ce qui aurait posé problème dans pas mal de pays en Europe, notamment la France, où certaines sociétés de gestion appartiennent à des groupes dont une autre entité assure la fonction de banque dépositaire. Ça, ce danger-là a été écarté dans l'avis final qui vient d'être rendu par ESMA. En revanche, là où on a un effet de bord sur un autre aspect, c'est toujours sur les conflits d'intérêts, c'est que ESMA prévoit, dans son avis qu'il vient de rendre donc à la Commission européenne, qu'un minimum d'administrateurs indépendants sous-figure dans les boards, dans les entités décisionnaires sommitales, des dépositaires, des banques dépositaires, mais aussi des sociétés de gestion. Sans faire le lien avec le dépositaire en tant que tel. Donc, au-delà des seules sociétés de gestion appartenant à des groupes, où il y aurait un dépositaire, l'ensemble des sociétés de gestion se verra soumise à certaines obligations en matière de gouvernance structurelle ou organisationnelle, enfin au niveau organique, je vais dire. Donc voilà, et ça, j'attire votre attention là-dessus, parce que ça va au-delà du simple sujet du dépositaire, mais ça a été introduit dans l'avis définitif d'ESMA, qui vient donc d'être publié et rendu à la Commission européenne, et maintenant, sur cette base, la Commission européenne devrait prendre des actes délégués normalement d'ici avril de l'année prochaine. Donc maintenant, notre propre lobbying va se reporter depuis ESMA vers la Commission européenne.